On va maintenant poursuivre et rentrer directement, on y était déjà, mais encore plus profondément dans le thème de notre journée en nous intéressant à l'humanisme. Alors l'humanisme, on est parfois dans une forme de mots tiroir, de mots qui peut être galvaudé, mis un peu à toutes les sauces, surtout celles qui parfois nous arrangent. Est-ce qu'on est dans ce cadre-là ou au contraire, est-ce qu'on est sur une valeur d'une réalité et d'une modernité qui s'impose à nous? Ça va être le thème du propos de Frédéric Worms, à qui je vais demander effectivement de nous rejoindre sur scène. Par le petit escalier, regardez, juste, qui est bien caché, mais bien présent. Bonjour Frédéric, c'est ici exactement. Bonjour Frédéric Worms, merci de nous avoir rejoints ce matin et de participer à nos travaux de l'Essor. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de philosophie contemporaine à l'École normale supérieure, dont vous êtes également directeur adjoint. Vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous avez publié bon nombre de livres, dont le plus récent pour un humanisme vital chez Odile Jacob est déjà effectivement est disponible. Et puis vous avez participé à de nombreux travaux. Vous produisez notamment depuis 2018 et animé l'émission Matière à penser sur France Culture, ce qui nous permet de vous écouter assez souvent. Alors, pour bien appréhender justement cette valeur de l'humanisme, vous nous proposez un chemin, celui de prendre un parcours et de refaire ce qu'on appelait nos humanités. Expliquez-nous tout cela. Merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être ici et de l'occasion que vous me donnez de synthétiser un propos sur l'humanisme dans un cadre où il s'agit aussi de le mettre en pratique avec toutes ces tensions. Et je suis désolé d'ailleurs de faire ce que il ne faut pas faire, c'est-à-dire malheureusement d'arriver en retard et d'avoir manqué le début de la journée et de vous rejoindre seulement donc, pour cet exposé où je vais essayer de rassembler quelques points. En effet, en rejoignant le thème qui est indiqué dans le titre qu'on avait discuté, mais en le rejoignant d'une façon plus générale à partir de ce que je voudrais essayer de décrire effectivement comme un nouvel humanisme pour aujourd'hui et dans nos cadres, et non seulement théoriques, mais surtout pratiques et sociaux. Est-ce que vous pouvez me redire combien de temps exactement il y a pour l'exposé lui-même? Une grosse heure. Pour l'exposé? Oui, si on veut laisser prendre un peu de questions, oui. On a 1 heure d'exposé, puis on pourra se laisser un quart d'heure de questions. D'accord, alors ça me permettra de développer plus encore que je ne pensais, mais avec la discussion ensuite malgré tout. Je pense effectivement, et c'est ce que je voudrais essayer de synthétiser grâce à vous et avec vous aujourd'hui, je pense que nous avons besoin d'un nouvel humanisme aujourd'hui. Et ça peut paraître très, très pompeux ou très présomptueux, mais je crois que le principe de ce nouvel humanisme est simple à définir et à comprendre. Le principe de l'humanisme que je voudrais définir et esquisser ce matin, c'est un humanisme qui ne repose pas sur une valeur a priori de l'humanité, ou parfois on dit aujourd'hui de l'humain, qui ne repose pas sur une valeur, ou on pourrait aussi dire sur, un terme d'ailleurs sur lequel je reviendrai, sur une dignité a priori de l'humain, mais qui repose sur une autre priorité, ce que j'appellerais la priorité, une vraie priorité en effet, mais une priorité des dangers que courent, mais aussi que provoquent, que causent les êtres humains. Autrement dit, ce que je voudrais défendre, c'est un humanisme qui n'attribue pas tout de suite une valeur absolue, une valeur morale, une dignité morale ou politique aux êtres humains, mais qui commence par situer la spécificité de l'humain ou des êtres humains, non pas dans quelque chose de positif, disons, mais dans quelque chose de négatif. Non pas tout de suite dans la dignité ou dans des valeurs, mais d'abord dans une fragilité et dans des dangers. Dans des dangers, évidemment, que je préciserai dans un instant. Cet humanisme, que j'appellerais aussi critique, et on verra pourquoi il rejoint malgré tout le vivant, cet humanisme
que je vais essayer de décrire reste bien un humanisme. Qu'est-ce qu'il faut entendre par humanisme en général? On peut appeler humanisme, d'une façon générale, toute pensée toute pratique aussi, qui repose sur à la fois la spécificité et la priorité de l'humain. Je dirais dans le monde, on pourrait dire. La spécificité des êtres humains, par opposition aux autres types d'êtres, et en particulier par rapport aux autres vivants, ce qui pose déjà, d'une certaine façon aujourd'hui, un ensemble de questions. Et parmi les critiques de l'humanisme aujourd'hui, voire les anti-humanismes d'aujourd'hui, il y a évidemment des critiques qui viennent depuis la réflexion sur les animaux ou sur le vivant en général. On dit même parfois que non seulement les humains n'ont pas de spécificité, mais s'ils ont une spécificité, et j'y reviendrai, c'est plutôt une spécificité qui consiste à menacer, à fragiliser tous les vivants, hein, les animaux, mais aussi la planète en général. Et je reviendrai sur cette négativité, bien sûr, puisque je pars de mon côté du négatif. L'humanisme, en tout cas, est toujours, quel qu'il soit, et il y en a plusieurs variétés, une pensée ou une pratique qui défend la spécificité des humains, c'est sa première condition, mais aussi la priorité des humains. Et des humains, on pourrait dire aussi, en général, de tous les humains d'une manière universelle. Cette priorité qui consiste effectivement à faire de leur protection ou de leur défense un impératif premier. Et donc, d'une certaine manière, on pourrait dire, c'est la spécificité, disons, parmi les vivants ou parmi les êtres, parmi les existants, et la valeur de l'humain qui sont les deux conditions de tout humanisme. Et il y a différentes versions de l'humanisme dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'humanité même, tout simplement. Il y a, par exemple, et j'y reviendrai, il y a un humanisme qu'on peut dire classique, qu'on peut dire aussi rationnel. C'est un humanisme qui consiste à dire qu'il y a une spécificité des êtres humains parmi les autres êtres vivants. Et dans le monde en général, c'est la pensée, c'est la raison. Et c'est ce qui fait que tous les êtres humains doivent être aussi traités en premier parce qu'ils ont une valeur, ou beaucoup de philosophes ont justement dit une dignité, supérieure à tous les autres êtres vivants. Vous savez que la notion de dignité, j'y reviendrai, que désigne la notion de dignité, c'est très simple, hein, on appelle dignité ce qui doit être respecté par-dessus tout le reste. C'est pour ça qu'on dit par exemple qu'un dignitaire, c'est quelqu'un qui est respecté et là c'est une dignité sociale. Mais disons, on va s'incliner devant la dignité du dignitaire. Mais justement, la question de la dignité humaine, c'est que l'être humain comme tel est très souvent, pour des raisons qui tiennent justement à la raison, à l'existence en nous de la pensée, qui fait de nous des personnes. C'est souvent, là je décris, disons, un humanisme classique. C'est une propriété positive, la capacité de raisonner, de justifier nos actions par des principes universels. C'est cette capacité qui fait de nous des êtres humains différents de tous les autres vivants et objet de respect, et même d'un respect supérieur à tout le reste. C'est cette notion-là de dignité qu'on trouve par exemple dans la philosophie allemande et notamment chez Kant, pour ceux qui veulent s'y référer. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir comment les cultures nationales restent aussi importantes. Par exemple, le comité d'éthique allemand, le Bundesethikrat, s'appuie encore beaucoup, et même en France évidemment, c'est une des notions de dignité aujourd'hui très importante dans le débat social, cette dignité de la pensée comme source d'un respect absolu et universel. Traiter l'être humain comme un sujet rationnel, quelles que soient par ailleurs ses fragilités, et donc respecter en lui cette dignité absolue de manière universelle. Tel est, disons, l'un des principes de base de cet humanisme-là. Et on voit bien que la définition de la référence à l'humanisme suppose toujours, de toute façon, au moins ces deux critères-là. Et il y en a un troisième, sur lequel je reviendrai ensuite, et qui renvoie dans le titre de l'exposé tel qu'on l'avait discuté initialement, à ce qu'on appelle les humanités dans l'histoire de la culture, en tout cas occidentale, les humanités, la réflexion de l'humanité sur elle-même, et qui renvoie souvent aussi à la définition du mot humanisme, je dirais, dans l'histoire des idées. Par exemple, l'humanisme à la Renaissance, ça n'est pas une doctrine, ça n'est pas seulement en tout cas une doctrine morale
sur la dignité de l'homme, c'est aussi une philosophie de la culture qui retourne aux textes grecs et latins, à la culture des êtres humains, à l'art, à la philosophie, à la médecine, etc., par opposition, et j'y reviendrai aussi, à une certaine forme de théologie ou d'enracinement de l'humain, de définition de l'humain par rapport à quelque chose qui le dépasse. Donc je reviendrai sur cet autre sens du mot humanisme dans un instant. Pour moi, il est lié au premier, mais retenons pour l'instant qu'on appellera humaniste toute doctrine ou toute pratique qui repose sur la spécificité et la dignité des êtres humains et qui vise à les fonder en droit et à les respecter en fait, hein, à les fonder en théorie et à les respecter en pratique. C'est cela la base de, disons, la définition de tout humanisme. Et on voit tout de suite qu'il y a, dans cette approche un peu définition préalable, il y a évidemment deux opposés de l'humanisme. Il y a ceux qui critiquent l'humanisme parce que, par exemple, il n'y aurait pas de spécificité de l'humain. C'est, par exemple, aujourd'hui, un certain biologiste ou biologisme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui dans le champ politique aussi, l'animalisme. Vous avez même eu une liste animaliste aux élections européennes l'an dernier, donc ça prouve que l'animalisme est vraiment un mouvement aussi théorique et politique. Ce ne sont pas humanistes dans ce sens-là. Ils disent qu'il n'y a pas de spécificité et de valeur absolue de l'être humain, et vous avez des gens, par exemple, qui disent que le principe de la morale, c'est la quantité de souffrance qu'on inflige aux vivants en général, et on peut pondérer pour eux la souffrance des animaux et celle des êtres humains. Et il faut être moral, c'est prendre au sérieux la souffrance de tous les vivants, êtres humains compris, sans spécificité ni dignité de l'humain. Il y a d'autres formes de critique de la spécificité de l'humain, par exemple économique aussi, qui disent que l'idée d'une indépendance, d'une spécificité, d'une irréductibilité de la raison humaine par rapport, par exemple, aux rapports de force socio-économiques est une illusion, et c'est une illusion humaniste qui masque en fait d'autres enjeux de pouvoir, et j'y reviendrai dans un instant. Pour moi, tout ça, le vivant et les rapports de force sociaux existent, bien entendu, mais il y a néanmoins une spécificité de l'humain. Toujours dans cette introduction un peu de repère, hein, de repérage, il est clair qu'il y a aussi un autre adversaire de l'humanisme, historiquement dans l'histoire de la philosophie, qui vise à critiquer la spécificité ou la valeur de l'humain, non pas seulement par en dessous, en quelque sorte, par le vivant, par la matière ou d'autres réductions, disons, de l'humain à autre chose, mais plutôt par au-dessus, disant l'homme n'est pas la valeur ultime, et il y a quelque chose au-dessus. Ça peut être des religions de la transcendance, ça peut être des visées au dépassement de l'humain. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent transhumanistes, terme d'ailleurs qui joue sur les mots et qui se veut ambigu, parce qu'au fond, est-ce qu'ils sont en train de dépasser l'humain vers ce que certains au XIXe siècle appelaient le surhomme, le surhumain? Est-ce qu'ils sont trans au sens quand même d'une transversalité de l'humain? Je ne rentrerai pas beaucoup dans la question du transhumanisme aujourd'hui, même si on peut l'aborder et on pourra en parler dans la discussion. Mais disons en tout cas qu'il y a aussi des doctrines, des pensées, et il y en a beaucoup dans le champ social partout dans le monde aujourd'hui, qui considèrent que l'homme n'est pas la valeur suprême et que, par exemple, au-dessus, il y a quelque chose de supérieur. Pas seulement que l'homme est pris dans quelque chose d'inférieur, mais qu'il peut être aussi fondé sur quelque chose de supérieur. Ce que nous appelons humanisme, donc, hein, par ce travail un petit peu de repérage, c'est assez clair, ça paraît général, mais ça nous conduit à des conséquences très concrètes. C'est, par hypothèse, au fond, la thèse toujours plus difficile qu'on ne croit, mais que les humains retrouvent aussi toujours plus fortement qu'on ne croit aussi, qui est de défendre la spécificité et la dignité des êtres humains en tant que tels, donc dans leur spécificité, et comme prioritaire, comme fondement premier, comme orientation première pour toute l'action des humains. Et encore une fois, tous les humains ne sont pas humanistes. Il y a des humains anti-humanistes par réduction ou par dépassement, et il faut, en un certain sens, justifier l'humanisme. Et je crois que c'est ce que nous devons faire ou refaire à chaque époque de l'histoire, et en particulier aujourd'hui.
Et donc, le propos, moi, que je voudrais vous proposer, c'est le cas de le dire, le propos que je voudrais essayer d'esquisser, en tout cas, de défendre, aujourd'hui, de synthétiser, même d'une certaine façon, en essayant d'en développer aussi les conséquences concrètes, c'est donc de vous proposer une réflexion sur l'humanisme qui ne parte pas tout de suite en tout cas, d'une valeur a priori de l'humain, comme si cela était donné par nature, et par exemple dans cette capacité rationnelle que nous avons d'une certaine façon, qui en effet peut fonder d'une certaine manière les droits fondamentaux des êtres humains dans une société humaine, et imposer un respect moral et pratique, voir dans chaque personne justement une personne, un sujet, etc., mais qui, dans l'hypothèse que je vais vous proposer, ne sont pas données, mais sont secondes. Donc l'hypothèse que je voudrais vous proposer, et je reviens à mon tout début, après ce petit rappel à la fois historique et disons, l'histoire des idées et de définition, mais on voit, ce qui permet quand même de sentir pourquoi l'humanisme est bousculé aujourd'hui. C'est important ce petit rappel parce que ça peut paraître abstrait et ça peut paraître renvoyer à toute l'histoire des idées, mais aujourd'hui, on voit bien pourquoi l'humanisme est bousculé. Il est bousculé d'un côté par les bouleversements du vivant, du climat même, des animaux, etc. Il est bousculé aussi par le retour des discours de la transcendance et de dépassement de l'humain. Donc finalement, il y a l'humanisme, comme à chaque époque, au fond, de bouleversements historiques aussi, et de nouveau pris entre deux feux, et il faut y réfléchir de nouveau. Donc ça n'est pas si anodin ou si plat ou si creux que les adversaires de l'humanisme tentent toujours à le dire. Parce que les adversaires de l'humanisme tentent toujours à dire que l'humanisme, évidemment, l'humanisme, c'est des bons sentiments, c'est des évidences. Il se croit toujours plus malin. L'adversaire de l'humanisme se croit toujours plus malin que les humanistes. Or, justement, il faut commencer par dire que l'humanisme ne va pas de soi. Et je dirais, dans la grande tradition historique de l'humanisme, ça a toujours été, au contraire, difficile de penser l'humain et de le respecter. Donc, contrairement à ce qu'on dit souvent, et en tout cas c'est ce que je suis prêt à défendre jusqu'au bout, les humanistes réels, ceux qui prennent au sérieux le problème de l'humain, sont toujours des gens, j'allais dire, un peu compliqués. Et ce sont aussi dans la vie un peu des casse-pieds, parce que les humanistes ne sont pas en fait des gens simples et avec des bons sentiments évidents, mais plutôt pris dans des contradictions, et je vais essayer d'expliquer pourquoi aussi. Donc, le propos que je voudrais esquisser devant vous, c'est celui d'un humanisme qui ne parte pas d'une valeur a priori de l'humain, comme ça a été le cas dans la grande tradition de la philosophie rationnelle et rationaliste, que je rejoindrai, mais qui partent plutôt, et c'est surprenant peut-être, d'une caractéristique à la fois concrète et négative, qui partent en réalité de ce que j'appelais en introduction des dangers spécifiques que rencontrent, mais aussi que provoquent les êtres humains, et d'abord qu'ils s'imposent, qu'ils s'infligent les uns aux autres. Et la spécificité de l'humain telle que je voudrais la penser, c'est donc une spécificité qu'on pourrait dire négative. Les humains sont des êtres qui peuvent souffrir, et je dirais aussi mourir, de façon spécifique par rapport aux autres vivants. Et c'est de ce fait, au fond, négatif que je voudrais partir pour montrer en quoi il change tout, finalement. En quoi il change ou il nous oblige aujourd'hui à tout changer et à tout repenser, c'est-à-dire aussi à penser l'émergence de valeurs humaines, l'émergence de principes humains pour répondre à des dangers, non pas comme des évidences premières, mais comme des réponses. Et ça me paraît fondamental, c'est-à-dire au fond, j'ai cité Kant, mais qu'il s'agisse aussi des stoïciens ou dans la grande tradition humaniste occidentale, on affirme le pouvoir de la raison comme un principe premier. Dans l'hypothèse que je vais vous proposer, il s'agit au contraire de la rejoindre, mais de la rejoindre comme réponse à un danger spécifiquement humain, comme ressource et comme un principe qui n'est pas donné mais qui est affirmé. Et ce que je voudrais montrer aussi, c'est que cet humanisme-là, qui retrouve la valeur et les principes de l'humain à partir d'un point de départ négatif, à partir d'une épreuve que je dirais vitale aussi et mortelle, cet humanisme-là, bien loin d'être un humanisme simpliste,
retrouve aussi ce qui fait la réalité de la vie humaine, c'est-à-dire des contradictions entre les dangers humains, entre les dangers qu'affronte l'humain, et entre les principes humanistes et d'autres exigences vitales, contradictions qui imposent aussi, qui ne sont pas insolubles. Et je donnerai des exemples de contradictions plutôt, en effet, dans le champ de la bioéthique, dans un instant, mais contradictions qui imposent dans l'histoire deux types de solutions. Des solutions que je vais résumer très très grossièrement aujourd'hui du côté de l'action et du côté du savoir. Du côté de l'action, ce sont en effet des institutions, et je retrouverai le débat que vous avez déjà entamé, visiblement, sur les institutions. Et du côté du savoir, ce sont en effet les humanités. C'est-à-dire que les humains, la thèse que je vais défendre comporte 3 points, et ce seront les 3 temps finalement de l'exposé, après ces remarques d'introduction et de repérage. 3 temps, d'abord l'émergence des principes à partir du négatif, à partir des épreuves spécifiquement humaines, mais du spécifiquement humain qui en effet est d'abord une fragilité spécifique. Comment surgissent les principes universels parmi les êtres humains, comment ensuite ils entrent en contradiction, en tension dans la vie humaine avec d'autres principes, et c'est pourquoi en effet c'est pas si facile d'être humaniste, parce qu'il faut aussi survivre, parce qu'il faut aussi sauver la vie humaine d'autres types de dangers, par exemple de la guerre et de la maladie. Et puis, troisièmement, montrer comment, pour dépasser ces contradictions, les humains ont inventé 2 choses, qui sont des institutions sociales et politiques, et des savoirs qu'on appelle en effet les humanités. Et les humanités du côté du savoir, les institutions du côté de la pratique, sont ce que les humains ont inventé pour concilier les principes moraux et politiques avec les autres exigences vitales des êtres humains. Car justement, ce que manque aussi l'humanisme classique, l'humanisme rationnel, ce qu'il manque, c'est les contradictions de la vie humaine. Pour quelqu'un qui est un rationaliste, je dirais, classique, moi je me définirais volontiers comme rationaliste, mais rationaliste, disons, qui ne postule pas la raison, qui la retrouve. Pour un rationaliste classique, de type... il y en a beaucoup de sortes, il est assez incompréhensible de mettre la raison en balance, par exemple, avec la survie, par exemple, avec d'autres forces, et de comprendre pourquoi tout le monde n'est pas rationnel tout de suite. Et de comprendre les contradictions de la vie humaine, de comprendre la violence aussi des débats entre les êtres humains. Comment ça se fait? On est pourtant tous rationnels. C'est vrai que c'est toujours un étonnement pour l'humaniste de voir que tout le monde n'est pas humaniste. Bon. Mais de toute façon, tout le monde est toujours étonné de voir que tout le monde n'est pas comme lui. Donc, si on n'est pas humaniste aussi, on se dit, lui, il est humaniste. Et aujourd'hui, ça devient même une insulte d'être humaniste, comme vous le savez. Et on peut être traité d'humaniste. Ça peut être vraiment, lui, c'est un vulgaire humaniste ou droit de l'homiste. C'est devenu, dans certains contextes, une insulte d'être humaniste. Il faut en avoir conscience. Et on peut avoir aujourd'hui le droit de critiquer l'humaniste. Il y a toujours eu être anti-humaniste ne veut pas dire qu'on est du côté du mal, évidemment. On peut défendre une morale qui critique l'être humain, et même, moi je pars du négatif dans l'être humain, donc bon, mais on peut être anti-humaniste et ne pas être du côté du mal, mais ça n'est pas une raison pour penser que l'humanisme est une insulte. Bon. Donc c'est un peu le cadre aussi du débat public aujourd'hui sur l'humanisme. L'humanisme a cessé d'être une question seulement pour les érudits ou pour les bibliothèques. C'est redevenu une question urgente socialement, politiquement et internationalement. Donc il faut s'y affronter. Donc 3 temps dans cet exposé. L'émergence des principes humains à partir de la vie humaine, les contradictions qu'ils inscrivent dans cette vie humaine, et je prendrai des exemples du côté de la bioéthique étant pour moi justement déjà en fait une institution, mais une institution qui permet de réguler les contradictions de la vie humaine. Et puis ensuite j'en viendrai aux institutions et aux humanités très brièvement. Ouais, merci, parce qu'il fait un peu chaud. Merci. Donc, le premier point que je voudrais souligner, c'est que ce qui caractérise l'humain, puisque la thèse, c'est bien, si on se dit humaniste, il faut bien qu'il y ait une spécificité de l'humain. Si on pense qu'il n'y a pas de spécificité de l'humain, on ne peut pas se dire humaniste.
ce qui définit la spécificité de l'humain dans le propos que je voudrais défendre, ça n'est donc pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose c'est pas quelque chose de positif, c'est plutôt quelque chose de négatif. Et quand je dis négatif, je prends la chose très au sérieux du point de vue d'une philosophie de la vie. J'appelle négatif tout ce qui peut interrompre la vie, tout ce qui peut causer la mort. Donc, on prouve aussi que quelque chose est vital, fait partie de la vie en tant que propriété fondamentale quand ça peut causer la mort. Donc, par exemple, il est vital pour nous de manger, de boire. Nous mourrons si nous n'avons pas suffisamment à manger et à boire, si nous avons trop chaud ou trop froid. Mais les êtres humains, justement, ont des propriétés qui sont un peu différentes des autres êtres vivants, précisément, et la preuve en est qu'elles sont tout aussi vitales et mortelles pour eux, pour les êtres humains, que la faim, la soif, les caractéristiques vitales que nous partageons avec tous les autres êtres vivants. Et mon hypothèse, l'hypothèse que je fais, c'est que cette spécificité va même toujours un peu plus loin qu'on ne croit. Et ce que je voudrais vous proposer, c'est une hypothèse sur laquelle je travaille depuis longtemps, sur cette spécificité négative des humains, au carrefour de deux spécificités qu'on invoque souvent, deux spécificités, deux fragilités, disons, qu'on invoque souvent. Il est maintenant prouvé par la science, par la psychologie, que les humains, comme d'autres animaux, donc ça n'est pas encore une caractéristique exclusive des humains. Quand je dis qu'il y a une caractéristique exclusive, comme ça va être négatif, je pense qu'on n'a pas à s'en vanter finalement. Les êtres humains ont peut-être une spécificité, mais il n'y a pas forcément de quoi être fier. Comme disaient aussi les moralistes du XVIIIe siècle, souvent. Pas forcément une gloire d'être un être humain. C'est aussi, on retrouve quelque chose d'important, mais aussi avec toujours une tension, quelque chose de négatif. Il y a une première fragilité que nous partageons avec d'autres animaux, avec des grands mammifères et avec certains oiseaux, qui est une fragilité psychique des êtres humains et notamment des nourrissons humains. Les êtres humains, pour survivre, ont besoin de ce qu'on appelle l'attachement, ont besoin de relations à d'autres êtres humains singuliers. Et ça n'est pas vrai de tous les vivants. Mais en gros, pour résumer, et c'est d'ailleurs ce mot qui a fait naître une querelle dans les années 50, les êtres humains ont besoin d'amour. Mais d'un amour qui n'est pas un amour transcendant, qui est un amour au sens biologique du terme, qui est une forme de lien à d'autres individus, qui est nécessaire à la survie individuelle, non seulement par des biens matériels qu'ils procurent, par exemple la nourriture ou l'abri, mais en tant que tel, comme lien, et comme lien qu'on appelle le lien d'attachement. La théorie de l'attachement a émergé dans les années 50, dans des articles qui portaient sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui la naturalisation de l'amour. D'ailleurs, des articles qui s'appelaient « The Nature of Love ». Donc c'était l'idée que l'amour n'est pas mystérieux, mais l'amour, en tout cas parental, est une fonction biologique qui a permis le développement de certaines espèces et qui aujourd'hui conditionne leur survie, et en particulier sous le signe de l'attachement parental. En tout cas, les expériences montrent que les nourrissons humains ne survivent pas s'ils n'ont pas un minimum d'attention individuelle qui leur est portée, un minimum de soins qui conduisent à l'installation de l'attachement, y compris neurologiquement et subjectivement. Et donc, on peut dire que les êtres humains peuvent mourir de manque d'amour. Mais c'est vrai aussi, encore une fois, de certains autres êtres vivants, et les expériences qui ont été faites avec certains singes montrent que entre la nourriture qui lui serait donnée par une machine et la caresse qui lui serait donnée par la figure d'attachement, l'animal peut lui aussi choisir la caresse au risque de mourir de faim. Pas seulement les êtres humains. Mais on s'approche, disons, de la spécificité de l'humain par l'idée que nous avons déjà plus d'une... le vital va plus loin, par le négatif, on s'en aperçoit que la simple survie du corps, la simple réponse... c'est encore du corps, c'est encore neurologique, l'amour, mais c'est pas ce qu'on entend en général par corporel, ce n'est pas seulement les besoins organiques du fonctionnement de l'organisme qui peut rester en vie et qui peut pourtant
non seulement souffrir, mais mourir, tout en étant nourri, logé, et, comme on dit, etc. C'est une des raisons pour lesquelles les humains peuvent mourir de chagrin et pour lesquelles le respect des êtres humains ne peut pas concerner seulement leur raison, mais doit concerner aussi leur subjectivité. Et donc, c'est pourquoi un humanisme concret ne peut pas se contenter seulement de respecter des droits abstraits, mais doit aussi tenir compte de la subjectivité des êtres humains. Il y a une deuxième dimension qu'on invoque souvent, et on a raison, dans le cadre de ce qui peut conduire les humains à la mort, et c'est évidemment la violence entre les êtres humains. Les êtres humains, mais là aussi c'est le propre souvent de beaucoup d'espèces, les êtres humains peuvent mourir non seulement de causes naturelles, mais non seulement de manque d'amour, mais aussi de conflits entre eux, de la violence et de la guerre. Et ce point est évidemment très important, puisque un humanisme complet, c'est quelque chose qui va évidemment aussi lutter contre les violences entre les êtres humains. Et on va y venir, ça n'est pas si simple, puisque c'est pas toujours simple de lutter à la fois contre la maladie et contre l'abus de pouvoir, par exemple. Et donc il y a des contradictions qui s'installent au cœur de toutes nos pratiques, de soignants, d'enseignants, de policiers, d'hommes politiques, quand on veut respecter justement toutes les dimensions qui peuvent nuire aux êtres humains. Mais pour moi, le cœur du problème humain, c'est la violence ou la guerre quand elle surgit dans l'attachement. Quand elle vient rompre les liens intimes entre les êtres humains de l'intérieur. Or, c'est toujours un risque, et l'histoire atteste que les humains sont les êtres qui peuvent aussi briser l'attachement de l'intérieur, parce que moi, de mon côté, j'appelle la violation, par exemple par le parricide ou l'infanticide, par la guerre civile aussi dans des sociétés, ou par des relations qui, dans le soin lui-même, qui est une relation chargée de protéger et de répondre à certains besoins, peut s'inscrire ce que depuis un certain nombre d'années maintenant, on appelle cette violence bien précise, qui a désormais le nom de maltraitance, et qui est la violence qui surgit dans les relations qui sont censées être le contraire de la violence. Donc il n'y a pas d'un côté l'attachement et de l'autre côté la guerre, il peut y avoir la violence dans les relations humaines. Et la thèse que je défends, c'est que dans l'histoire de l'humanité, pour se protéger contre ces violations, les êtres humains ont institué leur liberté, leur égalité et leur dignité réciproque. Et ça a pris un certain temps. Les ont institués de manière absolue pour se protéger contre leur violence réciproque. La liberté, l'égalité, la dignité rationnelle aussi, ne sont pas tant des faits naturels que des principes posés par les humains comme universels pour lutter contre leur violence réciproque. Et c'est très important de les penser comme ça. Je n'entrerai pas dans les fondements philosophiques, dans la discussion philosophique générale, mais c'est ce qui nous permet aussi de comprendre que la liberté, par exemple, la liberté telle que la définissent les philosophes qui ont pensé ça de cette façon-là, en fait, il y en a beaucoup, tous les philosophes du contrat social, je pourrais le démontrer, mais ce n'est pas le lieu, ou bien tous les philosophes de la raison, justement, la liberté, ou même la raison, la dignité attachée à notre faculté rationnelle, sont des principes posés comme universels et non pas des faits biologiques observables empiriquement. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de dire qu'au sens moral, la liberté est un principe universel qui peut s'attacher même à un être humain qui ne peut pas l'exercer concrètement. Par exemple, le nourrisson qui vient de naître, le vieillard qui ne peut plus se déplacer, le dément atteint d'une maladie mentale incapacitante. Ils ne peuvent plus exercer leur raison, mais les humains ont institué des règles qui font qu'on doit les considérer par principe comme des êtres libres, égaux et rationnels, autant que les autres, pour éviter la violence que le contraire impliquerait. Il ne peut plus exercer sa raison, je fais comme s'il en avait une. Je ne peux pas la lui faire exercer, je la délègue à quelqu'un d'autre. La personne de confiance, le représentant légal,
la prise en charge par la société de la liberté de ceux qui ne peuvent plus l'exercer, ce sont des inventions humaines qui reposent sur un principe évidemment de fait, et par exemple la capacité rationnelle des humains, en effet, le langage, etc., mais qui le poussent à l'extrême, et à mes yeux pour une raison très simple et unique, qui est négative, qui est pour éviter la violence, et surtout la violence interne à une société, ou à une famille, ou même dans tous les êtres humains, la violence intime et interne, et pas seulement les risques extérieurs aux êtres humains. C'est pourquoi je pense, dans un travail sur la démocratie aujourd'hui, que les sociétés démocratiques sont des sociétés qui ne luttent pas seulement contre le risque de disparition de la société en général, ce que fait le politique, la guerre ou la misère ou la crise économique, mais luttent aussi contre les violences intérieures dans une société, les violences qui peuvent surgir entre les parents et les enfants, entre les hommes et les femmes, entre les employeurs et les employés, entre les soignants et les soignés, dans les deux sens, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire que il y a une concurrence des dangers sur laquelle je vais revenir dans mon deuxième temps, c'est-à-dire dans un instant maintenant. Et c'est souvent parce qu'on nous dit qu'il faut lutter contre un ennemi extérieur ou contre la catastrophe écologique qu'on va nous dire on s'occupera après des relations entre les humains. La thèse que je défends, c'est les relations entre les humains sont des dangers non pas secondaires mais premiers entre les humains. Et si vous voulez régler, y compris la crise écologique et la guerre ou les migrations, tout ce que vous voulez, il faut commencer par les relations entre les humains. Et donc il y a une tentation, qui est aussi souvent une manipulation, qui consiste à inverser les priorités. La thèse que je défends, c'est que les êtres humains ont mis des siècles à instituer peu à peu des principes et en effet des règles, des institutions pour répondre à ce danger très précis qui risque toujours de venir en second. Et en particulier, ça revient toujours en second dans les urgences vitales. Et c'est un peu normal. S'il y a un incendie dans cette pièce, peut-être qu'on va d'abord chercher à sauver notre vie, et après, on verra si on a respecté la justice. C'est aussi tout le problème de la légitime défense, qui était un exemple important, où pendant un certain niveau de danger pour ma vie, je peux suspendre l'interdit, par exemple, de tuer, mais à condition que j'accepte d'être jugé ensuite, et on me dira si j'ai eu raison de tuer celui qui menaçait ma vie, alors qu'en fait, c'est normalement interdit de tuer. Donc, il y a des situations compliquées. L'humanisme ne vient pas régler les situations par un coup de baguette magique. Ma thèse, au contraire, c'est que l'humanisme ou la démocratie, ou tout ce qu'on voudra, l'humanisme ne sont pas là pour nous simplifier la vie, mais au contraire pour nous compliquer la vie, mais c'est comme ça aussi qu'on répond à nos aspirations morales et vitales. Donc, il ne faut pas être surpris que dans une société démocratique, il y ait des conflits, que l'humanisme soit un tout petit peu plus compliqué. Contrairement à ce que disent beaucoup d'anti-humanistes, être humaniste, ça n'est pas dire que tout est simple, c'est dire au contraire, en plus de lutter contre la mort sous toutes ses formes objectives, la guerre, les microbes, les cancers, les trucs. Voilà. En plus de ça, il faut se respecter les uns les autres. Et non seulement se respecter les uns les autres, mais de plus en plus, parce qu'il y a des violations qui peuvent apparaître qui jusqu'ici n'étaient pas apparues, des inégalités sociales, de genre, de race, entre des peuples à l'échelle globale, etc. Donc l'humanisme nous complique la vie pour la rendre possible. Donc, ce qui peut paraître très simple, c'est de proclamer des principes. Donc, quand on a les déclarations des droits de l'homme, ou quand on lit Emmanuel Kant, on dit l'homme est un être rationnel, et donc il a une dignité, ou bien Rousseau, les premières phrases du contrat social, les hommes naissent libres partout ils sont dans les faits, ou plutôt les débuts de la déclaration des droits de l'homme, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Si c'est ça, c'est simple. Et ce qui montre que c'est pas simple, c'est qu'en fait, ce principe-là émerge d'une expérience négative, vise d'abord une résistance contre des abus de pouvoir, et vise plutôt une réalisation progressive qu'un coup de baguette magique. Sinon, on tombe dans l'illusion
qui a conduit, par exemple, Robert Badinter à dire, de façon très claire, la France n'est pas le pays des droits de l'homme, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'entre la déclaration et la réalité, bon, la déclaration est nécessaire, elle force le trait, elle fait de nous tous des êtres libres, égaux et rationnels, tous les humains, tous ces êtres dont la biologie montre qu'ils peuvent se reproduire entre eux, sans distinction de race, de religion, de sexe et de je ne sais quoi, toute cette espèce-là, pour répondre à un danger qu'elle a introduit dans l'univers, on la considère comme digne de respect absolu. Donc c'était le premier point, c'est l'idée que la dignité, la liberté, l'égalité, tous ces principes fondamentaux ne sont pas des données biologiques, mais sont des inventions humaines et des principes établis pour répondre à des risques spécifiques entre les êtres humains. Et encore une fois, ça n'est pas si simple. Donc j'en viens à mon deuxième temps. J'en viens donc au deuxième temps de ce propos. Je suis dans les temps, et heureusement que vous m'avez un peu élargi. Du coup, je me permets aussi quelques précisions, et j'ai pu développer l'introduction surtout, que j'avais prévue très courte, en précisant les repères généraux de l'humanisme. J'en viens à mon deuxième temps, qui est l'idée que, encore une fois, cette découverte progressive des principes de l'humanisme se fait toujours à travers des contradictions avec les autres urgences vitales des humains, parce que, comme je le disais au début, les humains courent des dangers et provoquent des dangers spécifiques, mais ça n'abolit pas les autres dangers vitaux. Et donc, ce que l'émergence de ces principes apporte, je dirais, dans le monde et dans la vie humaine, ça n'est pas une solution, c'est aussi des contradictions. Et pour prendre des exemples de ces contradictions, et pour en venir ensuite aux réponses par les institutions et par les humanités, j'en prendrai quelques-unes du côté de la bioéthique. Ce qu'on appelle bioéthique, c'est, en effet, c'est jamais seulement une éthique considérée comme unique. Et en particulier, ça n'est pas seulement l'éthique médicale au sens purement déontologique, qui viserait, par exemple, et c'est tout à fait légitime, et c'est une éthique qui vise, et c'est une éthique fondamentale même, qui vise à sauver la vie ou éviter la souffrance. Sauver la vie ou éviter la souffrance, et le médecin va pondérer sa décision avec des critères qui vont être souvent, comme on dit en médecine, hein, et c'est important, calcul des risques et des bénéfices, et les utilitaristes dans l'histoire de la philosophie morale sont ceux qui calculent aussi les plaisirs et les douleurs. Donc, on va dire, voilà, ce que le médecin peut ou ne pas faire, il peut faire ce qui est utile et il ne peut pas faire ce qui est dangereux. Donc, ça paraît très simple et c'est en effet fondamental. Et il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui disent « Oh là là, l'utilitarisme, c'est horrible, c'est des méchants ». Pas du tout, évidemment, c'est une base éthique fondamentale. Mais il faut effectivement faire ce qui est utile et éviter ce qui est nuisible. Et c'est évidemment aussi le premier principe de l'humanisme, le faire pour tous les êtres humains. Mais il se trouve que pour être humaniste, il faut ajouter un deuxième principe qui vient souvent en conflit, et la bioéthique a consisté dans la découverte de ce conflit, c'est que, à côté, par exemple, de cette éthique-là, l'éthique médicale, il y a la nécessité de ne pas imposer de violence à celui qu'on veut soigner. Cette nécessité prend des formes, par exemple, la notion qui a émergé historiquement comme étant l'un de ces critères qui aujourd'hui est utilisé d'ailleurs dans tous les hôpitaux et dans toutes les institutions, c'est la nécessité du consentement. Cette nécessité qui est apparue après la Seconde Guerre mondiale, au procès des médecins nazis, quand ils ont dit « mais nous, en gros, on n'était pas des bourreaux comme les autres, parce que, bon, peut-être, on faisait des choses pas bien, mais enfin, ils faisaient des choses monstrueuses, mais c'était pour faire des médicaments et pour sauver la vie. Et au bout du compte, il y aura plus d'utilité, plus de gens sauvés, même si on a fait des expérimentations monstrueuses sur quelques-uns, c'est pour sauver la vie de beaucoup d'autres. » Et donc c'est là et c'est un argument qui a été pris très au sérieux, puisque dans le procès de Nuremberg, il y a eu un procès spécial pour les médecins, et c'est l'origine de la bioéthique et de l'éthique médicale complète, disons, parce que c'est très pervers, mais ça touchait un point en effet très compliqué,
puisque aussi, après, on s'est aperçu que dans des démocraties, par exemple aux États-Unis, il y avait eu des stérilisations expérimentales pour voir telle ou telle chose. C'était pas forcément dans un contexte totalitaire monstrueux de part en part. Et donc, peu à peu, la question d'obtenir le consentement de l'autre, le consentement de celui sur lequel on expérimente, même si c'est pour le bien de l'humanité et même si c'est pour son bien à lui, est apparue comme une règle, un devoir absolu pour les médecins et les chercheurs. Et cette émergence du consentement, c'est un seul des exemples. Il y a d'autres aspects très importants, mais le consentement est l'un des lieux d'une contradiction fondamentale qu'aujourd'hui se retrouve, par exemple, évidemment dans les débats sur la fin de vie, qui est l'idée, est-ce que la valeur unique, c'est de sauver la vie, ou est-ce que c'est de respecter la liberté? À tel point, d'ailleurs, que le mot dignité lui-même, j'ai parlé du mot dignité. Dignité humaine, certains d'ailleurs, de façon humaniste, avec deux spécificités, c'est compliqué, vous allez voir très vite pourquoi, disent, la dignité, c'est d'être vivant, quelle que soit ma capacité rationnelle, ou bien la dignité, c'est d'user la liberté, même pour mourir. Donc des deux côtés, on utilisera le mot dignité, et des deux côtés, on dira il faut respecter absolument ce principe. Donc, le respect de la liberté, y compris pour quelqu'un en fin de vie, ou y compris pour un nourrisson, y compris pour un malade n'ayant plus de facultés, ne vient pas seulement prolonger le souci de sauver la vie, par exemple, il vient aussi parfois le contredire. Et il y a des contradictions. Et les êtres humains, donc, ne sont humains qu'à travers leurs contradictions. Et ça vaut aussi, par exemple, on voit bien que la question du consentement est très présente aussi pour définir un autre thème aujourd'hui très controversé, pas controversé heureusement, mais enfin quand même qui suit des controverses quand même assez intenses, c'est la question du viol. Donc jusque dans les relations amoureuses, doit-on obtenir le consentement? Et la réponse est oui. La relation d'amour est aussi une relation morale. Et donc, il y a des gens qui récemment ont dit qu'on pouvait violer sa femme. Il est évident au contraire qu'il y a eu un grand progrès dans l'histoire de l'humanité quand on s'est aperçu qu'il peut y avoir des viols jusque dans l'intimité. Que sans le consentement, il n'est pas donné une fois pour toutes, et que sans le consentement, il y a en effet violence. Même s'il y a amour, d'ailleurs. Bon. Vous voyez, ce n'est pas seulement dans la fin de vie. C'est... le respect de la liberté, il intervient jusque dans nos relations les plus intimes, dans la mort, mais aussi dans l'amour. Bon. Et dans l'éducation, dans tout ça. Et donc, c'est ces contradictions qui définissent le nouvel humanisme dont on a besoin. C'est pas d'opposer un humanisme à un autre. Et d'ailleurs, ça peut être compliqué parce que si vous avez les gens qui défendent, par exemple, le respect de la vie sont souvent pas des humanistes, parce qu'ils sont soit dans le vivant en général, soit dans la vie avec une majuscule, et dans tous les cas, l'humain n'est pas la valeur suprême. Mais quand même, il y a aussi des vitalistes humanistes, moi j'en fais partie, mais à cause de la spécificité des vivants humains, par leur négativité propre et leur spécificité vitale et mortelle aussi, donc comme je l'ai dit il y a un instant. Je ne reproche pas, on peut ne pas être humaniste. On peut dire la valeur suprême, c'est la vie avec un grand V, ou bien c'est les vivants en général, comme j'ai dit, les utilitaristes qui disent, il y a certains grands textes, surtout anglo-saxons, mais pas seulement, qui disent, voilà, si on avait le choix entre sauver tous les animaux de la planète et un être humain, qu'est-ce qu'on ferait ? C'est des dilemmes très compliqués, où il faut des principes moraux. En tout cas, de quantité de souffrance, c'est pas si simple. S'il y a une spécificité de l'humain, ça pose des... Ouais. Donc on peut ne pas être humaniste. Mais ce qui oblige à l'humanisme aujourd'hui, c'est la question des droits fondamentaux, et c'est la pluralité des éthiques, et c'est la contradiction entre les éthiques. Ce que je soutiens, moi, c'est que même si vous n'êtes pas humaniste, vous êtes forcé de l'être, même si vous n'êtes pas humaniste, je dirais métaphysiquement. C'est-à-dire si vous pensez qu'il y a quelque chose au-dessus de l'homme, ou si vous pensez que l'homme est pris dans quelque chose de plus général que lui, vous pouvez penser ça métaphysiquement. Mais dans le débat social et politique avec les autres qui ne pensent pas de la même façon, on est obligé d'être humaniste pour dépasser les contradictions entre les humains. Et donc, d'une certaine façon, il faudrait montrer à tous les anti-humanistes
qu'ils sont forcés d'être humanistes. Forcés d'être humanistes, pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, l'exemple de la bioéthique le montre bien, le point fondamental, ça n'est pas de défendre telle ou telle position sur l'homme, c'est de rendre compatibles les contradictions entre les humains. Et pour ce faire, il faut respecter ces contradictions, et le plus important étant finalement quand même d'éviter la guerre. Au fond, le minimum vital de l'humanisme, c'est de dire, c'est pas métaphysique, c'est moral et politique, c'est pas de dire l'homme a une valeur absolue, je sais pas où dans l'échelle des êtres, mais c'est de dire, pour régler n'importe quel problème, qu'il soit bioéthique ou climatique ou ceci ou cela, il faut un accord entre les êtres humains qui ne vont pas être d'accord, et on introduit forcément une tension dans la vie dès qu'on respecte les libertés. Et donc c'est ces contradictions qui obligent, en tout cas, à une sorte d'humanisme pratique, d'humanisme concret, même si on n'est pas humaniste métaphysiquement. Et on peut tout à fait, encore une fois, on peut tout à fait être confronté à des gens qui se revendiquent de la métaphysique, les uns pour dire je veux décider de ma mort maintenant, les autres pour dire au contraire, j'en parlais avec des gens en soins palliatifs récemment, dans une chambre, il y en a un qui dit je veux mettre fin à ma vie, je suis libre, aidez-moi. Dans la chambre d'à côté, il y a quelqu'un qui dit, et sans doute certains parmi vous l'ont expérimenté aussi, la chambre d'à côté, on dit au contraire je crois à la vie jusqu'au bout, etc. Bon. Quelles que soient ces positions-là, il faut toutes les respecter, et donc il faut construire un cadre commun, d'abord pour résoudre les contradictions entre les humains. Quelles sont les solutions ? D'abord, il y a un point très important, donc j'en viens à ma troisième et dernière partie, troisième étape, concernant les solutions ou les propositions. Il y a un préalable, évidemment, qui est fondamental, c'est de comprendre que ça n'est pas tout ou rien. C'est-à-dire que, au fond, les humains ne sont pas... on n'est pas dans une société qui serait d'un coup humaniste et pacifique, et dans une société qui serait au contraire pas du tout. Il y a des degrés, ces degrés sont fondamentaux. Dire qu'il y a des degrés, c'est pas tomber dans le relativisme. C'est dire, par exemple, quand on a une charte des droits, on a franchi une étape, mais on n'a pas tout réglé. Il y a des degrés, mais il y a aussi des progrès à faire partout. Et même, moi, l'une des thèses que je défends, c'est que l'humanisme fait apparaître des nouveaux problèmes et encore une fois, nous complique la vie. C'est celui qui dit, bien sûr, vous me soignez, c'est très gentil, mais je voudrais aussi que vous respectiez ma sexualité, mon handicap, ma culture, etc. Oui, en fait, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est compliqué, peut-être que ça va prendre du temps, mais c'est comme ça quand même qu'on tient, en tenant compte de tout un tas de choses, et c'est de plus en plus. Et oui, c'est de plus en plus. Et il y a des gens qui disent, mais les démocrates, ils sont fatigants, ils demandent toujours des choses. Oui, mais c'est pas forcément n'importe quoi et de manière confuse. Ça peut être aussi n'importe quoi et de manière confuse, mais ça peut ne pas l'être. Quelles sont donc les réponses ? Les réponses, elles sont progressives, c'est pas magique, et elles sont aussi réflexives. Il faut connaître l'humanité. C'est pour ça que je terminerai sur les deux points que j'ai annoncés, les institutions et les humanités. Les institutions du côté des pratiques, et les humanités du côté des savoirs. Les institutions, qu'est-ce que c'est que les institutions ? Moi, j'ai une définition très minimale des institutions qui va vous surprendre et vous décevoir, mais c'est une définition traditionnelle en philosophie, et même dans le dictionnaire, en fait, parce que je suis allé voir récemment, en fait, on appelle institution des règles que les humains décident en commun de respecter. Voilà. Et ces règles surgissent en effet des pratiques. L'institution, c'est pas un lieu, c'est pas un cadre, ça peut l'être, mais c'est avant tout des règles. Et les humains ont besoin d'institutions. Les exemples que je prends aussi parfois, c'est des enfants qui jouent, au bout d'un moment, ils inventent des règles. Parce que quel que soit le jeu, et dans le langage aussi, c'est curieux, mais le langage comme faculté d'interaction, il y a la grammaire, mais pas seulement. Pour se comprendre, on invente des règles. L'institution, c'est d'abord des règles.
C'est des règles pour éviter les dangers communs entre les humains et pour concilier la lutte contre les différents dangers. Par exemple, en médecine, pour concilier la lutte contre la maladie et la lutte contre la violence. Et c'est des règles qui peuvent être parfois très compliquées. On m'a demandé récemment un petit texte sur la liberté d'aller et de venir dans le soin. Bon, encore une fois, la liberté d'aller et de venir, c'est une liberté fondamentale, c'est aussi une capacité concrète. Quand la maladie fait que celui qui va et vient peut attenter à la liberté d'autrui, comment est-ce qu'on fait pour limiter la liberté tout en... Bon, on respecte un certain nombre de règles. La question, c'est donc aussi l'établissement de ces règles et qui peuvent conduire à des... qui conduisent toujours aussi à des conséquences très concrètes, mais qui sont surtout des principes acceptés en commun et des limites que l'on convient en commun de ne pas dépasser, et si on les dépasse, eh bien, on convient aussi de règles pour les réparer, voire les sanctionner. Et puis il y a aussi, dès qu'il y a des institutions, elles peuvent elles-mêmes commettre des abus, donc il y a des règles pour limiter les règles, donc il y a des contre-pouvoirs, des contre-institutions, et c'est de plus en plus compliqué, et c'est comme ça, et c'est très bien. La question étant que les institutions doivent pouvoir être critiquées, car une institution qui ne peut pas être critiquée peut elle-même tomber dans l'abus qu'elle est censée éviter. Puisque, finalement, le risque est d'abord interhumain et d'abord dans l'ambivalence des humains entre eux. Et donc, cette pratique des institutions est évidemment tout à fait importante. Elle est forcément réflexive, un peu compliquée, et c'est l'objet, à mon avis, du progrès, du soin, du progrès politique aujourd'hui, etc. Dans le livre que vous avez cité tout à l'heure, je décris à un moment un film qui est très émouvant dans une institution pour personnes dépendantes en Belgique, hein, un film tourné par un petit-fils d'ailleurs sur sa grand-mère, c'est un petit film qui s'appelle Mariette, et on voit comment l'institution peut être violente, mais aussi comment elle peut ne pas l'être. Et il y a aussi un message au 3e degré, disons, que l'institution ne se confond pas avec l'amour, n'est pas non plus nécessairement du côté de la violence, mais comporte ses propres règles de fonctionnement possibles. Et l'institution, c'est d'abord du langage et de la loi, c'est d'abord de la limite, avant d'être des contraintes physiques, c'est d'abord des limites et des espaces moraux. Donc l'institution est aussi évidemment une limite qui permet, comme dans les théories de Winnicott sur la psychanalyse, dans l'institution qu'est possible tout le reste. L'institution définit des limites et tout le reste est possible. C'est comme, là, on définit un espace de parole et après, on peut parler, je ne peux pas dire n'importe quoi, je ne peux pas ici prononcer des paroles d'appel au meurtre, heureusement, sinon vous allez porter plainte et il y a une autre institution qui va venir, j'espère, me condamner. Si jamais je prononçais un appel au meurtre ou au viol, j'espère que quelqu'un viendrait me juger. Donc on n'est jamais totalement en dehors des institutions, mais les institutions ne sont pas non plus un enfermement. C'est au contraire ce qui permet l'exercice des relations humaines face à leurs risques multiples. Et évidemment, il y a aussi aujourd'hui la question des institutions globales pour éviter les risques climatiques, par exemple, ou pas seulement, pour éviter les génocides, pour éviter un certain nombre de choses globales, ou les injustices économiques mondiales, etc. J'ai pas le temps de dire. La deuxième ressource qui est très importante, et comme c'était un peu l'engagement du titre initial, je dois en dire un mot, mais pas seulement, parce qu'aussi, avec une autre casquette, m'occupe des humanités dans une institution d'enseignement. Donc on a un grand colloque sur les humanités, d'ailleurs, en janvier prochain, à l'École Normale, pas loin d'ici. Si vous êtes à Paris, je vous y invite volontiers. On aura d'ailleurs une section sur médecine et humanité, et les relations entre les besoins vitaux et les humanités. Cette deuxième ressource, c'est les humanités. Qu'est-ce que c'est que les humanités ? Les humanités, quand on dit les humanités, en général, c'est, disons, la culture classique. Par exemple, les humanités classiques, le latin et le grec. Et puis, cet humanisme dont je parlais, cet autre sens du mot humanisme, l'humanisme d'Erasme, souvent à Erasme,
qui est encore aujourd'hui le père des voyages étudiants en Europe, c'est des programmes Erasmus. Parce qu'Erasme, c'est l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? Erasme, c'est celui qui est allé éditer les textes grecs et latins. C'est pas forcément... Il n'a pas écrit de déclaration des droits de l'homme, mais il a édité Platon. Puis il a fait aussi un éloge de la folie, que je vous recommande. Donc, il y a une édition géniale, d'ailleurs, qui est parue il n'y a pas longtemps. Bon. Pourquoi cet humanisme-là est important? Parce que les humanités, c'est la connaissance que l'humanité a prise d'elle-même dans son histoire. Les humanités, c'est que notre réflexion sur l'humain, elle ne commence pas aujourd'hui. Les humains ont pris conscience de leurs problèmes et en ont parlé. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu de l'art, il y a eu de la littérature, il y a des tragédies, il y a des épopées, il y a des romans, il y a du cinéma, il y a du théâtre, il y a des sciences sociales, il y a de l'économie, etc. C'est ça, les humanités. Or, aujourd'hui, on a besoin des humanités parce que on nous dit, et c'est déjà bien, hein, il y a les sciences de la nature, il y a déjà des gens qui les critiquent, il y a la politique, c'est très bien, mais il faut aussi comprendre la complexité de l'humanité. C'est vrai qu'on peut toujours dire qu'il faut tenir compte du sujet chez le malade, etc. Il y aura des chartes dans vos hôpitaux. Mais c'est aussi bien de lire un peu de littérature ou de regarder certains films. Pourquoi? Parce que c'est la réflexivité de l'humanité sur elle-même. Et ce qu'il y a de plus intime, en fait, ne peut être réfléchi que dans des expressions artistiques. Et l'art n'est pas du tout une sorte de luxe. Hein, c'est au contraire un moyen pour l'humanité d'accéder à ce qui est le plus compliqué à penser, mais qui est quand même absolument vital, qui est justement les souffrances intimes, par exemple. Et c'est pas un hasard si les fratricides, etc. C'est dans les grands textes de toutes les cultures de l'humanité, justement, et aussi dans les œuvres tragiques, cinématographiques, littéraires, avant d'être dans les sciences sociales et le droit. Donc on a effectivement besoin des humanités, et je dirais même des humanités dans toute leur diversité, mais aussi dans leur rigueur, parce que là aussi, c'est une vraie question. C'est une question parfois douloureuse. C'est-à-dire, on dit, par exemple, il faut de la médecine narrative. Donc, il faut raconter votre expérience de maladie. Bon, c'est vrai, c'est très important. Mais si on nous dit, il y a effectivement certaines grandes œuvres qui sont particulièrement aller particulièrement loin, sont particulièrement importantes pour comprendre la souffrance humaine, il se trouve que c'est vrai aussi. Et il se trouve que les deux sont importants et qu'il faut donc aussi se reporter aux œuvres qui sont allées le plus loin, sans délégitimer l'expression ordinaire de chacun, de sa souffrance et de sa vie, parce que c'est ça aussi les humanités. Donc en tout cas, la dimension réflexive, la dimension d'expression de l'humanité est tout à fait fondamentale, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour dire que finalement... au fond, il n'y a pas d'humanisme sans réflexion sur l'humanisme. Et c'est tout à fait logique, parce que si l'humanisme se contentait d'être dans des institutions, il manquerait toujours cette critique et aussi cette expression de la spécificité de l'humain. Merci beaucoup. Alors, je vous l'avais dit, on a quelques minutes quand même pour prendre des questions. Donc, si allez-vous... Vous m'aviez dit 1 heure. Hein, donc là, moi, faut pas me dire 1 heure. Hein. Si vous m'aviez dit 1h30, j'aurais pris 1 heure. Vous avez oui, mais il va falloir qu'on se restaure un petit peu et qu'on poursuive cet après-midi. C'est pas une volonté de décourter votre propos, bien entendu. Pas du tout. Qui veut témoigner? Qui veut réagir? Poser une question. Donc, Philippe Fournier, je suis directeur d'un ITEP dans le Var, à Châteauvert. Moi, ce qui m'intéressait, c'est sur les institutions. Vous parlez des institutions comme si ça allait de soi. Vous dites la justice, si je dis j'ai fait un appel au crime, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne souffre pas justement d'un problème de reconnaissance de nos institutions? Et c'est bien là où aujourd'hui ça pose problème, c'est-à-dire que là où on reçoit un enfant ou un adulte malade, il y a une remise en cause de l'institution tout de suite par l'usager ou par la famille pour dire mais êtes-vous une bonne institution? Là où avant on ne se posait pas la question, on faisait confiance de fait à l'institution, aujourd'hui on interroge l'institution et du coup l'institution devient un objet qu'on choisit en disant bon c'est pas bon là, je vais ailleurs. Et moi dans ma pratique aujourd'hui, je peux le retrouver sur, je suis au 4e psychiatre,
les 3 premiers étant pas bons, j'attends la réponse. Voilà, donc aujourd'hui, me semble-t-il, on souffre de la bonne institution, ou quelque chose qui était avant marqué dans le marbre, on ne contestait pas l'institution école, enfin des choses comme ça. Voilà. C'est plus une réflexion. Non, c'est très important. Je pense que la fragilité des institutions touche toutes les institutions aujourd'hui. Touche le Parlement, touche la démocratie en général, touche les institutions scolaires, l'école, etc. Touche tout. Ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, il y a toujours eu une critique des institutions. Dans les années 60, par exemple, le mouvement de l'antipsychiatrie disait que l'institution est une barbarie. Les institutions étaient critiquées en général comme une barbarie. On en est revenu, et aujourd'hui, c'est plutôt une critique interne en disant, avec cette que vous dites, plutôt, est-ce que c'est des bonnes ou des mauvaises institutions? On ne dit pas forcément les institutions sont mauvaises, mais cette institution-là... Bon. Je pense que il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que d'un côté, c'est important de pouvoir critiquer l'institution. C'est fondamental, même. Moi aussi, j'ai des responsabilités dans une institution, donc je vois bien, par exemple, si on a des problèmes avec les étudiants, bon, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est très important de pouvoir critiquer l'institution, mais sur le fond de son respect et de son progrès. Et c'est absolument... c'est ça, pour moi, le principe clé, c'est-à-dire... il faut d'abord admettre qu'elles sont nécessaires, que l'institution où l'on est justifiée, fondée dans ses principes et dans ses grandes pratiques. Après, si on veut faire progresser, tant mieux. Mais des critiques qui visent à détruire l'institution elle-même, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour l'humanisme concret dont je parle, puisque les humains ont besoin des institutions. Et c'est vrai que tout ça est très... Ça vaut pour tout. Hein. On peut prendre l'exemple du sport, hein, où il y a des critiques des arbitres qui se font insulter, etc. Et on s'aperçoit que, d'une certaine façon, il faut aujourd'hui... Dans les années 60, les intellectuels critiquaient les institutions, où les étudiants étaient dans la rue contre les institutions. Aujourd'hui, il faut descendre dans la rue pour les défendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fragilisent les institutions. Il y a une marchandisation, comme si c'était un service de biens qu'on pouvait juste évaluer de l'extérieur, comme si c'était une prestation de service, justement, les institutions. Alors que ce n'est pas une prestation de service, c'est d'abord le cadre commun pour vivre ensemble, enfin pour le dire un peu sommairement. Mais il ne faut pas non plus aller dans l'idée que toute critique serait mauvaise. Moi, je pense que c'est très très important de distinguer la critique destructrice et celle qui fait progresser. C'est facile à distinguer. En fait, même on le sent tout de suite. On sent tout de suite la critique qui est en fait attachée à l'institution et qui dit « là, vous avez un problème et il faut le traiter », et celle qui dit vous êtes illégitime en général, vous êtes violent, quoi que vous fassiez, etc. Même sur la police, on voit aujourd'hui des gens qui disent « la police est violente ». Et on voit des gens qui disent « là, il y a eu une violence policière ». Ça peut arriver. Et donc, la question, c'est... un des signes, par exemple, de la critique illégitime, c'est la généralisation. Par exemple, il y a eu un abus, alors toute l'institution est dans l'abus. C'est toujours un symptôme, ça, de... Voilà. Mais une institution qui ne supporte pas la critique, c'est une institution fragile, c'est une institution qui ne peut pas progresser. Donc il faut vraiment aussi admettre la critique. Une dernière question. C'est un propos qui peut être qualifié d'un peu animaliste. Non, parce que vous n'avez pas utilisé le mot langage. Parce qu'au fond... Je l'ai utilisé, mais très vite, ouais. Oui, qu'est-ce qui nous permet de dire que que la raison est l'apanage de l'être humain? Il y a une intelligence de l'animal. Non, c'est tout ce que je voulais dire. Mais genre, il y a des tas de questions qui sont très intéressantes dans ce que vous dites. Mais je trouve que là, il y a un mot qui permettrait de comprendre mieux ce que sont les animaux, en fait. Ce que sont les animaux ou ce qu'est l'humain. C'est-à-dire que le langage est aussi ce qui spécifie l'humain, malgré tout. Les animaux communiquent, mais le langage humain a plusieurs caractéristiques spécifiques, malgré tout. Et une caractéristique, c'est de pouvoir invoquer des raisons, comme on dit, universelles. Et c'est vrai que dans une certaine tradition rationaliste, c'est ça qui va distinguer l'être humain. Chez Kant, par exemple, on parle de la dignité rationnelle. Bon, lui, il dit, c'est ce qui distingue l'humain, c'est la capacité d'agir pour des raisons universelles. Par exemple, de même que dans la connaissance, c'est la capacité d'arriver à des lois universelles. Je ne dis pas juste 2 et 2 font 4 parce que j'ai toujours vu que 2 pommes et 2 pommes, c'est 4 pommes. Je dis 2 et 2 font 4. Eh bien là, je peux agir, même en perdant ma vie, au sacrifice de la vie, pour défendre la liberté.
quand on agit au nom d'un principe universel, ça suppose le langage, bien sûr, parce que c'est que dans le langage qu'apparaît l'universel. Mais ça spécifie aussi l'humain et le langage humain parmi les autres langages. Et l'un des signes, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que c'est important, au fond, le point ultime de la spécificité humaine et le signe de l'universel, c'est la capacité de sacrifier la vie elle-même au nom des principes. Et bien sûr, on peut dire qu'il y a du suicide chez les animaux, on peut toujours trouver au fond, toute spécificité humaine apparente a aussi des... Mais quand même, il y a l'idée que se sacrifier au nom de l'universel est une spécificité humaine. Et je dis bien au nom de l'universel, parce que chez les animaux aussi, on peut avoir une mère sanglier qui va se sacrifier pour sauver ses petits, etc. Et se sacrifier au nom des siens en tuant les autres, les humains le font aussi. Mais au nom de l'universel et pour tous les humains, et pour un principe abstrait, c'est plus spécifique. Donc le langage humain, oui, fait partie des grandes caractéristiques. Moi, je ne voulais pas en partir parce que mon idée, c'est que la spécificité de l'humain passe par le langage, mais ce n'est pas le langage qui la définit entièrement. Merci beaucoup Frédéric Worms de cette intervention ce matin.